Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de Parallèle. Alors Parallèle, qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez, c'est un podcast que j'ai imaginé là pour cette année, pour 2020, on est fou, on se lance. L'objectif, c'est de vous faire découvrir des vies parallèles à la vôtre, à la mienne, de gens qui font des choses, qui s'intéressent à des sujets particuliers, qui ont des vies qui sortent un peu du cadre, etc., qui ont peut-être plein de choses à raconter. Et aujourd'hui, je reçois une invitée qui fait beaucoup de choses. Elle est blogueuse depuis 2007, elle est start-upeuse, elle est voyageuse, elle est podcasteuse et surtout, elle est expatriée depuis quelques années à l'autre bout de la planète, plus exactement en Australie. Et je suis heureux de la recevoir car c'est avant tout une amie, mais elle va aussi nous parler de ce qui l'a amené à quitter la France pour rejoindre le pays de Crocodile Dundee et aussi des difficultés qu'elle a pu rencontrer et bien sûr de sa vie d'expatriée depuis maintenant 4 ans. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Céline. Bonjour Manu, est-ce que je peux t'appeler Manu ou pas ? Parce que Tu peux m'appeler Manu. Je t'appelle Céline. Alors tu es connue aussi sous le pseudo de Klein, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, si j'écorche pas. Non. Voilà, comme je le disais dans l'intro, donc t'es blogueuse, podcasteuse, enfin tu fais plein de choses. Mais avant qu'on parle de tout ça, avant qu'on parle de toi, avant qu'on ait une super conversation ensemble, je voudrais que tu me donnes ta météo intérieure, qu'on fasse un petit point météo pour savoir un peu comment tu te sens là en ce moment. Alors, la météo intérieure en ce moment. Je te cache pas que c'est assez tumultueux. D'accord. Je suis très haut et bas. Généralement, c'est pas haut et bas dans la même journée, mais c'est plutôt un jour haut, un jour bas, un jour haut, un jour bas dernièrement. Parce que la vie d'expatrié telle que je la vis n'est vraiment pas de tout repos. La vie de start-upeuse n'est pas de tout repos non plus. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu le sentiment que, des fois il fait beau, des fois il fait moins beau, et en ce moment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. D'accord, ok. Bon bah écoute, on va essayer de remettre un peu de soleil là-dedans pour aujourd'hui. Alors toi, tu es en Australie, donc on a 10 heures de décalage. Donc C'est ça. ce que je t'ai fait venir en fait là pour cette émission parce que j'ai envie qu'on parle de ta vie d'expatrié, bien sûr, mais je voudrais comprendre en fait tout le process en fait sur qu'est-ce que c'était ta vie avant, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'expatrier. Si tu peux nous expliquer un peu tout ça, ça serait vraiment cool. Ok. Alors, je te cache pas que c'est une histoire que j'ai l'habitude de raconter puisque c'est vraiment la question qu'on te pose à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, quand tu vas habiter dans un autre pays. Tout le monde c'est toujours Salut, ça va ? Et alors, comment tu t'es retrouvé là ? On est tous curieux évidemment de ça. Du coup, moi, je me suis retrouvée là, comparée à beaucoup de gens. Honnêtement, pour le moment, donc ça fait 4 ans que j'habite à Sydney en Australie. Je crois que j'ai dû rencontrer une seule personne qui avait la même motivation que moi à venir ici. J'ai l'impression que les gens, c'est un peu plus par hasard qu'ils se sont retrouvés là, ou c'était vraiment pour une expérience temporaire. Moi, c'est très bizarre depuis que je suis plus jeune. Alors, je le time toujours aux alentours de mes 16 ans, on va dire le lycée, quoi. Je me suis dit, je veux aller habiter en Australie. Je ne sais pas pourquoi, l'Australie m'a appelée et c'est devenu une idée fixe. Je voulais partir habiter en Australie. Je ne connaissais rien sur l'Australie, à part les grands clichés, effectivement, Crocodile Dundee et kangourous. Mais c'était même pas pour voir des kangourous, en fait. Je sais pas, j'étais appelée par l'Australie. Du coup, tout le monde dans mon entourage savait. J'ai commencé à en parler très rapidement aux gens en disant je veux trop aller habiter en Australie, je veux trop aller habiter en Australie. Je savais qu'il y avait le Working Holiday Visa, donc je me suis dit ce sera ma porte d'entrée. Et je voulais pas y aller après mes études directement parce que je savais très bien que c'était pas facile de trouver du travail. Je connaissais déjà le principe. Il faut se faire sponsoriser par une entreprise. Une fois que tu t'es fait sponsoriser, donc t'as un visa de 2 ou 4 ans, voire plus, tu peux le transformer en résidence permanente. Ensuite, de la résidence permanente, tu peux aller à la citoyenneté. Donc, j'avais déjà un peu tout mon plan en tête et je m'étais dit, si je pars juste après mes études, je n'aurais pas l'expérience professionnelle nécessaire pour que tout se goupille bien. Je me suis dit, je vais galérer, je vais être serveuse, machin, ça me saoule, j'ai pas envie de faire toutes ces étapes. Donc, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais commencer par prendre, mettons 2-3 ans d'expérience professionnelle en France. Et ensuite, je partirai en Australie, revendre mes compétences,
trouver très facilement un travail, me faire sponsoriser et donc mettre à exécution ce plan qui était tout tracé pour moi. Ah ouais, mais c'est hallucinant en fait. T'avais vraiment un plan de vie. Enfin, je veux dire, moi, je sais même pas ce que je vais faire demain, tu vois. Donc, toi, t'avais vraiment un plan de vie depuis longtemps. Enfin, tout était calibré, quoi. C'est-à-dire que t'as réussi à résister à ton envie de t'expatrier en te disant, je vais quand même d'abord me construire un début de carrière pour avoir des compétences et après pour que ça soit plus facile une fois que je serai là-bas. C'est un truc de dingue. Ouais, mais ça, c'est parce que je réfléchis beaucoup. Justement, c'est le cerveau là qui rentre en ligne de compte et mon cerveau a dirigé j'ai envie de l'appeler, allez, toute la première partie de ma vie, D'accord. que je dirais jusqu'à environ ma trentaine, début de mes 30 ans. J'ai 36 ans dans 4 jours. Donc voilà, donc moi tout était effectivement calibré parce que je faisais les choses pour que tout se passe bien. Tu sais, voilà, enfin moi je suis très problème-solution, objectif, qu'est-ce qu'on met en place, hop, voilà, vraiment très dans le process. J'ai un esprit extrêmement analytique. Donc voilà, c'était tracé parce que j'avais tout analysé et la meilleure solution pour aller à mon objectif, c'était ça. Tu disais au début que tu savais pas pourquoi t'étais appelé vers l'Australie, tu savais pas pourquoi t'avais envie d'aller là-bas. Est-ce que maintenant tu le sais? Bah alors, je savais pas pourquoi, je savais quand même ce qui m'attirait. Je me suis toujours dit l'Australie, je pense que c'est un bon compromis. Ah oui, donc quand même, premier truc, j'adore parler anglais. L'anglais, ça a toujours été ma matière. J'ai appris l'anglais, j'étais en privé en primaire, donc je pense que ça a joué parce que j'ai commencé à faire de l'anglais depuis le CP. Alors c'était vraiment de l'initiation, hein. Après j'ai fait comme tout le monde en sixième, mais je suis arrivée en sixième, tous les trucs qu'on apprenait basiques, je les connaissais déjà. Donc déjà, bon, je m'ennuyais. Mais voilà, donc l'anglais, ça a toujours été mon truc. Donc parler anglais, dans ma vie de tous les jours, ça a toujours été une grosse envie. J'ai toujours, voilà, très vite, je me suis mise à lire en anglais, j'adorais décortiquer, traduire les paroles de chansons en anglais, regarder tous mes films, séries en anglais. Alors bon, ça évidemment, ça arrive un peu plus tard, parce qu'évidemment, au début, j'étais comme tout le monde en France avec du doublage, mais dès que j'ai pu regarder en anglais, j'ai regardé en anglais. Donc voilà, donc moi, il y avait un objectif qui était parler anglais. Je m'étais dit, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, il pleut, il fait froid, je suis déjà déprimée par la météo à Paris, d'où je suis originaire. Non, la bouffe est pas folle. Voilà, non mais voilà, il y avait rien qui m'allait sur l'Angleterre, je vais no way. Et les États-Unis, je savais que c'était compliqué d'y aller. Il y avait pas de working holiday, il y avait pas. Et puis même, enfin, voilà, je me disais les États-Unis, pardon, enfin la mentalité américaine, un peu moins de délire, quoi. Et je me suis dit, l'Australie, c'est un parfait compromis entre les États-Unis et l'Angleterre. Ils ont tous les bons côtés des Anglais, ils sont polis, ils aiment le thé, ils sont sympas. Et quand même, c'est un grand pays comme les États-Unis, avec une forte culture anglo-saxonne qui me plaisait beaucoup. Et surtout, là où j'avais ciblé d'aller m'installer à Sydney, il fait beau, il fait chaud. Il y a la mer, il y a les surfeurs, enfin, tu vois, voilà, il y a un peu tous les ces surfeurs, c'est toujours sous-côté les surfeurs, mais ça peut être un argument dans le process de décision de s'expatrier, quoi. Bah, totalement. Non, mais le lifestyle, quoi, enfin, voilà, la manière de vivre des Australiens, forcément, ça me semblait tellement cool. Et alors, donc, du coup, maintenant, je vais te le dire. C'est très cliché, c'est quand même très carte postale, tout ça. Ben ouais, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. D'accord. C'est tellement, okay. Mais oui, effectivement, ici, alors peut-être pas dans le centre-ville de Sydney, mais tu vas à la plage. Oui, les gens marchent pieds nus. Oui, les gens sont blonds aux cheveux longs. Oui, il y a des surfeurs partout. Oui, il y a des mecs bodybuildés partout. Et évidemment, ce n'est pas 100% des gens. Mais non, mais tu retrouves quand même bien les clichés. Hein, il y a quand même enfin, je pense que peu importe le pays dans lequel tu t'expatries, il y a toujours un décalage entre ce que tu imagines, la carte postale idéale dans ta tête, et puis la vraie vie là-bas. Quand tu galères, tu te rends compte que voilà, enfin, j'imagine. Mais non, mais évidemment, donc ça, évidemment, et si tu veux, je vais pouvoir t'en parler un peu plus en détail, mais oui, mais quand même, ce truc de carte postale, tu l'as quand même quand tu viens en Australie, parce que c'est ça la beauté de ce pays, c'est que il est loin, il est très loin. Il y a très peu de gens qui y vivent comparé à la taille de l'Australie. Peu de gens le savent. Toute l'Australie, c'est l'équivalent de toute l'Europe, vraiment. Donc tu peux prendre l'Australie en superficie. En superficie, donc tu la mets sur toute l'Europe, c'est ça la taille de l'Australie, et les gens n'habitent que sur les côtés. C'est un pays qui est globalement inhabité, donc c'est un pays qui est vierge,
qui est donc en fait oui cet esprit, ce truc carte postale, paysage intact. Enfin, tu sors des villes, tu l'as directement, donc c'est assez magique. Et juste si pour te raconter quand même un peu, parce que je voulais faire ça depuis que j'avais 16 ans, mais moi je suis arrivée, j'avais 32 ans, donc il m'a fallu 16 ans pour réaliser ce rêve. Donc tout se passait bien. J'ai fait mes études, toutes mes études en alternance. Je trouvais du travail très vite. Je commence à bosser. Un de mes meilleurs amis me dit, je pars en Australie. Il savait que c'était mon rêve. Il me dit, je sais que c'est ton rêve. Il me dit, t'inquiète, j'y vais. Dès que je peux t'embaucher et te sponsoriser, je t'appelle. Super. Je me dis, bon, bah, ok, cool. J'y crois pas trop. Le mec part, au bout de 6 mois, il m'appelle. Il m'appelle, il me dit, Céline, vas-y, viens, je te sponsorise, ma boîte t'embauche. C'était un de mes anciens boss. On a que quelques années d'écart, 3 ans d'écart, mais c'est mon mentor professionnel, c'est devenu un ami. Aujourd'hui, je suis la marraine de ses enfants. Enfin, c'est quelqu'un de proche. À l'époque, on n'en était pas là, mais voilà. Et il m'appelle, il me dit, viens. Et là, entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un dans ma vie, un amoureux, qui ça venait de commencer entre nous. Donc, je considère l'idée, mais bon, je me dis, c'est compliqué. J'ai peur, ça veut dire du coup arrêter. Enfin voilà, ça remettait tout en question. Et je pense que, encore une fois, c'était l'époque où mon cerveau dirigeait beaucoup ma vie. Et je me dis non, c'est pas le bon moment, je suis pas prête, voilà, j'ai des choses à vivre ici en France et voilà. Donc je décline la proposition et je me dis j'ai encore le temps, j'avais 26 ans, le Working Holiday Visa c'est 30 ans. Et puis à un moment je suis partie en Australie une première fois en voyage avec toi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais oui. Non, j'avais pas oublié. Oui, mais en quelle année, je me souviens plus. 2012. 2012, c'est si vieux que ça. Putain, ça passe vite. Hein. Ouais, t'imagines. J'ai l'impression que c'était hier, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs de voyage, quoi. J'ai adoré. Ah, c'est cool. Ouais, non, c'était fou. Donc, on est parti une première fois. On est parti une deuxième fois. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de repartir une troisième fois. J'y suis allée toute seule. Et donc pour moi, c'était fini. J'avais 30 ans passés. Le Working Holiday, c'était fini. J'avais plus l'opportunité. Et premier jour de mon voyage toute seule, je suis dans la Daintree Rainforest, donc au nord, tout au nord, à côté de Cairns, la plus vieille forêt tropicale du monde, en face de la Grande Barrière de Corail. Je rencontre des Français, évidemment complètement random. Cette nana dont c'est l'anniversaire, je lui dis mais génial, j'ai les anniversaires, t'as quel âge? Elle me dit j'ai 32 ans aujourd'hui et elle venait de me dire qu'elle était en Working Holiday Visa. Je lui dis mais comment c'est possible, le Working Holiday c'est 30 ans. Et là, elle me dit, mais non, il y a une astuce. Elle me dit, en fait, tu peux prendre ton visa jusqu'à la veille de tes 31 ans. Et en fait, après, tu as encore 1 an pour entrer dans le territoire. Et là, du coup, ce truc-là revient dans ma tête. Je me dis, oh là là, ça change tout. Je me dis, mais du coup, mon rêve n'est pas mort. Enfin, et du coup, franchement, là, ça a été le mindfuck, hein, on peut se le dire. Ça a été compliqué. Ouais. Voilà, je suis revenue de ce voyage un peu chamboulée et voilà, et je me suis dit, écoute, je me laisse 1 an, j'avais encore un peu de temps devant moi, je me suis dit, je me laisse 1 an pour vraiment mettre les choses au clair dans ma vie, à Paris, et me dire, soit je suis heureuse de rester en France, soit je suis heureuse de partir, mais je suis heureuse dans tous les cas. Oui, c'est bien. Voilà, et donc le résultat était que, comme tu t'en doutes, j'ai finalement choisi, je me suis dit, je peux pas abandonner mon rêve, je peux pas me dire, toute ma vie, je veux me dire, et si? Et je veux pas faire un espèce de burn-out psychologique à 40 ans, me disant qu'est-ce qui serait passé si j'avais pris cette décision et j'ai gâché mon temps et j'aurais dû et j'aurais pu et en vouloir à mon compagnon d'être resté pour lui alors que lui n'y était pour rien. Mais c'est bien parce que c'est courageux. Il y a beaucoup de gens qui sont, on va dire, un peu à côté de leur vie par rapport à à côté de leurs rêves. Et parce que on a tous des rêves, on a tous des choses qu'on veut faire, mais après il y a le quotidien, il y a la famille, il y a le boulot, il y a plein de choses qui rentrent en compte et quelque part à un moment tant pis, on fait une croix sur ses rêves et puis on continue sa vie. Mais quand après je pense que tu vieillis et que t'arrives à un certain âge et tu dis en fait on peut pas dire j'ai raté ma vie, mais tu peux te dire
Elle aurait pu, ça aurait pu être différent, ouais, Ouais, voilà. tu te dis, et si? Et moi, après, ça, c'est des trucs que j'ai compris plus tard, en faisant un travail sur moi et tout ça. D'ailleurs, cette année où je me suis dit, je me laisse un an pour être heureuse, bah, ça a été une grosse année de remise en question, de prendre soin de moi, psychologiquement et dans mon corps et machin et tout ça. En fait, je l'ai appris ça plus tard en faisant un travail sur moi. Mais en fait, j'ai réalisé, en regardant derrière moi, que j'ai un caractère comme ça. Je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. J'arrive pas à renoncer. Je suis une compétitrice, je suis une battante. C'est quelque chose que je savais pas plus jeune, parce que moi j'étais une enfant très timide, j'avais toujours peur de tout, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai développé un esprit hyper analytique, à analyser tous les risques. Moi, je suis une très bonne chef de projet. Dès que tu me parles d'un projet, je suis OK, c'est quoi les risques? C'est quoi le rétro-planning? Genre, je planifie tout. Et non, voilà. Mais quand même, je trouve toujours la solution pour avoir ce que je veux. Et quand j'y pense, j'ai été face à tellement d'obstacles, mais rétrospectivement, je te jure, c'est ouf quand j'y pense. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai eu. D'une manière ou d'une autre, je force, ça passe. C'est le message philosophique un peu du truc, c'est faut forcer les gars, n'abandonnez pas, faut forcer. Ouais, faut trouver, et surtout qu'en fait, c'est toujours la même chose. On dit toujours, ah, mais c'est pas la destination, c'est le chemin. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, peu importe la manière, tu vois, moi, je voulais venir en Australie, j'avais un chemin tout tracé. Après 2 ans d'expérience pro, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça, mais ça s'est quand même passé. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que faut savoir lâcher prise à un moment si ça passe pas par ce chemin-là. Ça, c'est pas abandonne ce chemin, abandonne pas l'idée, essaye d'autres choses, donne-toi du temps. Ça finira par marcher. Si ça doit marcher, ça finira par marcher. Tu finiras par trouver la solution. Et voilà, et du moment où Faut pas non plus laisser passer les opportunités, quoi. Non, et surtout si tu sens que c'est là, que l'idée, elle te quitte pas, que ça te ronge, tu sens que c'est au fond de toi. Là, vous me voyez pas, mais genre, j'ai la main sur mon ventre. Si tu sens que c'est là, si ça t'obsède, si ça te fait peur, si ça t'angoisse, mais c'est justement parce qu'il faut le faire. Si c'était pas important, les trucs pas importants, tu finis par lâcher l'affaire. Les trucs importants, même si tu te mens parfois à toi-même en disant non, mais j'ai lâché l'affaire. Mais non, au fond de toi, c'est toujours là, ça t'obsède. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça pour moi. Alors, t'arrives en Australie avec tes valises, t'as trouvé un boulot, du coup, en arrivant, non? Ouais. Bah, moi, ça s'est passé de manière assez idyllique. Parce qu'au final, au lieu d'arriver avec 2 ans d'expérience, je suis arrivée avec 6 ans d'expérience, donc j'étais déjà assez senior dans mon domaine, le marketing digital, comme on dit. C'est ce qui va sauver la planète, hein. Voilà, l'internet. Bon, je sais faire de l'internet, embauchez-moi. Et du coup, je suis arrivée aussi de manière idéale, parce que mon pote qui m'avait appelé pour me dire je t'embauche, il était toujours là. Donc moi, je suis arrivée, j'ai dormi chez lui, il m'a hébergée pendant 3 semaines, le temps que je trouve un appart, que je me mette. Bon, je suis quand même arrivée avec suffisamment d'économies pour tenir le coup, pour me laisser un peu le temps. En plus, je suis arrivée à la pire période parce que c'était mi-novembre et à partir de mi-décembre, tout le monde part en vacances jusqu'à fin janvier. C'est l'équivalent du mois d'août en France. Ici, c'est mi-décembre, fin janvier. Et la rentrée scolaire, c'est début février. Mais j'ai quand même trouvé un taf comme quoi, quand c'est fait pour arriver. Juste, je te raconte vite parce que l'histoire est marrante. Moins d'une semaine après être arrivée, je rencontre une Française qui me dit je vais au dîner en blanc qui a lieu demain à Sydney. Donc moi je connaissais le dîner en blanc en France, à Paris, et j'avais toujours rêvé d'y aller parce que c'est ce truc un peu exclusif où t'es obligé d'être invité, machin. Elle me dit je vais au dîner en blanc avec ma boîte, machin. Je fais oh là là, trop la chance, tout ça, machin. Elle finit par le lendemain, on échange nos coordonnées, elle m'envoie un message, elle me fait Céline, il y a quelqu'un de ma boîte qui s'est désisté, est-ce que tu veux venir avec moi au dîner en blanc? Je fais, mais t'es sérieuse? Donc tu sais pas où c'est le dîner en blanc. Juste, tu sais que tu dois venir en blanc, tu dois ramener, t'es dans une espèce d'équipe, l'équipe de ta table. J'espère que t'es pas gothique, parce que sinon c'est galère pour trouver des fringues à la dernière minute. J'ai fait une robe blanche, c'était merveilleux. Bref, je me retrouve au dîner en blanc qui, cette année-là, est sur le parvis de l'Opéra de Sydney. Donc, comment te dire que c'est absolument magique. Oui. Surtout qu'ils avaient carrément privatisé le lieu. Généralement, le dîner en blanc en France, en tout cas, c'était à l'époque un truc un peu sauvage. T'arrives, tu te poses, même si en vrai, ils ont des autorisations, c'est quand même un peu à l'arrache. Là, non, il y avait de la sécurité, machin et tout. On se retrouve sur les parvis de l'Opéra.
Et à ma table, je me retrouve à la table avec que des pontes de grosses boîtes françaises, Air Liquide, Lagardère, Danone, non mais le truc incroyable. T'as de la chance dans la vie en général. Bah écoute, moi j'ai envie de dire quand c'est fait, moi je crois un peu au signe et je crois que tu crées entre guillemets ta chance et ouais, quand c'est bon pour toi, ça arrive quoi. Donc je me retrouve là, moi j'avais un début de carrière dans les produits de grande consommation. Donc je discute avec une personne qui bosse chez Nestlé. Du coup là je la joue network à mort. Hein. Là je dis à tout le monde bon les gars, je cherche du taf. Et ce mec-là me dit bah ouais, envoie-moi ton CV, je vais voir ce que je peux faire, je pense qu'il y a moyen et tout. Et long story short, je me retrouve embauchée chez Nestlé alors j'étais contracteur comme on dit, via une agence, via leur agence de marketing digital. Donc moi j'étais embauchée par l'agence, mais j'étais placée vraiment dans les locaux de Nestlé, donc dans les équipes de Nestlé. Donc je me retrouve là-dedans, donc c'est assez fou en fait, quasiment moins de 2 mois après être arrivée, bah c'est bon, j'ai retrouvé un job que je faisais déjà en France, bien payé, promesse de visa sponsorisée à la clé. Là comme j'étais en working holiday, je faisais ma période d'essai là-dessus, et si ma période d'essai était concluante, on allait me sponsoriser. D'accord, alors juste une petite parenthèse technique, parce que moi je connais pas les process, mais en gros, est-ce que tu avais des risques, si tu trouvais pas de boulot, de te faire réexpédier en France? Comment ça marche? Non, donc le visa, donc je vais le dire en français, parce que c'est vrai que tout à l'heure je parle anglais, visa vacances-travail est un visa d'1 an, donc tu as 12 mois garantis sur le territoire, et tu peux travailler et te promener, être en vacances. D'accord. Si tu veux faire que des vacances pendant 12 mois, tu fais que des vacances pendant 12 mois. Si tu veux bosser pendant 12 mois, tu peux. En revanche, tu ne peux pas bosser plus de 6 mois pour le même employeur. Voilà. Et donc, ce visa, la plupart des gens s'en servent pour faire vraiment ce à quoi il sert, c'est-à-dire vacances-travail. Donc, les gens travaillent, ils mettent des sous de côté et ensuite, ils partent en voyage se promener en Australie ou ailleurs, d'ailleurs, dans le coin, Nouvelle-Zélande, Fidji, les pays du coin, ou comme moi, il y a quand même beaucoup de gens qui s'en servent comme porte d'entrée pour s'installer plus durablement, qui justement, ça te permet de te faire embaucher à temps plein et de faire ta période d'essai sur ce visa, et que l'entreprise se rende compte si ça vaut le coup de te sponsoriser, de se dire bon ok, c'est bon, cette personne fait un bon travail, on va la sponsoriser. Et alors le sponsoring, c'est-à-dire qu'ils disent à l'État australien oui, nous avons besoin des compétences de cette personne. Non, nous n'avons pas trouvé d'Australien pour ce poste. Bon, c'est là où c'est du coup un peu compliqué, hein, ça se trouve. C'est pour ça que c'est compliqué de se faire sponsoriser, parce qu'en vrai, ça demande quand même beaucoup de papiers administratifs pour l'entreprise. Il y a une priorité nationale en fait. Complètement, c'est une immigration choisie en plus, donc tous les ans, tous les 2 ans, les listes, ce qu'on appelle les listes de postes, sont réévaluées. Donc il y a des années, ils ouvrent par exemple aux ingénieurs informaticiens. L'année d'après, ils vont dire non, ça y est, on a notre quota, on n'embauche plus, on sponsorise plus sur ce poste. D'accord. Et marketing, alors c'est vraiment le truc, tout le monde fait du marketing, donc en plus ils sont vraiment regardants. C'était une liste qui, à l'époque où je suis arrivée, était sur ce qu'on appelle les long-term occupations, donc tu pouvais te faire sponsoriser pour des visas longs. Là, ils l'ont rétrogradé en visa court, donc maintenant quand tu te fais sponsoriser en marketing specialist, c'est forcément du court terme. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est compliqué. Moi, à l'époque, donc c'était encore sur long term, donc j'ai cette promesse de sponsor. Sauf que là, au bout de quelques mois, d'ailleurs 2-3 mois, ça a été assez vite. Moi, je me fais chier dans ce taf. Je m'épanouis pas. Je suis pas contente d'être dans une grosse boîte. En fait, je voulais plus bosser pour des grosses boîtes. Je le savais, mais t'as l'opportunité. À peine 2 mois après être arrivée en Australie, t'as ce poste-là qui te tombe dessus. Tu dis pas non. J'étais contente de le prendre, donc je l'ai pris. Mais en fait, je me dis, écoute Céline, t'as pas fait 17 000 kilomètres pour te retrouver dans un taf qui te fait chier, pour avoir la même vie que t'avais à Paris. Être dans une boîte dont tu n'es pas en accord avec les valeurs, qui vend des produits pleins de l'huile de palme et de sucre, et enfin bon. T'avais des barres chocolatées gratuites quand même, ça vaut le coup, non? Évidemment, mais le problème c'est qu'entre-temps, moi je m'étais mise dans mon année de remise en forme avant de partir en Australie. Je m'étais intéressée à la nutrition, je m'étais mise à bien manger, je m'étais rendu compte qu'en fait c'était vraiment pas bon tous ces produits, donc c'était pas en accord avec mes valeurs du tout de faire leur pub, surtout qu'en plus moi j'étais à la marque corporate, donc j'étais là pour dire non mais vous pouvez en manger tant que vous restez dans des quantités raisonnables.
oui, la quantité raisonnable pour certaines barres chocolatées dont je ne citerai pas le nom, c'est de manger genre un carré, sauf qu'en fait, tu sais très bien que tu ouvres la barre chocolatée. Non, tu manges pas un carré de ta barre, tu la manges en entier. C'est dur de résister, ouais. Ouais, bon bref, donc c'était compliqué pour moi de faire ça. Donc en fait, je leur dis, on se dit un peu d'un commun accord, et ils me disent, écoute, on voit bien que t'es pas hyper motivé, que c'est pas cool. Et moi, je leur dis, ouais, bah effectivement, c'est pas top. Donc on s'est séparés d'un commun accord. Donc là, moi, je me dis, quand même, je réfléchis un peu au risque. Je me dis, bon, il me reste un peu plus de 6 mois sur mon visa. Il me restait 8 mois. Je me dis, allez, je prends le risque, je démissionne et je cherche un autre taf. T'es une gueule, hein. Donc, ouais, c'était risqué. Et je me dis, non, moi, je veux être dans une plus petite structure. Je veux avoir... Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans tous les détails. Donc... Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça montre aussi que pour être aligné avec ce dont tu avais envie, enfin avec tes rêves et on va dire tes convictions, t'as quand même pris des risques, quelque part. Ouais, on va se dire que j'étais plus un risque près. Bon, j'en ai fait. Mais non, mais c'est vrai, je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour me retrouver dans un truc où je suis pas mon cœur. Encore une fois, là, j'étais vraiment... Ouais. Non, c'est fini le cerveau qui réfléchit, c'est le cœur. Le cœur, il me dit, t'es pas bien, change. Je me dis, bon, c'est chaud, mais je continue de faire un peu du coaching, de travailler sur moi pour trouver vraiment ce qui me motive. Je me dis, bon, ok, il faut que j'aille dans une start-up, enfin, il faut que j'aille dans une petite boîte, il faut que j'aille dans un truc, voilà, un peu plus... Et en fait, je me dis, c'est marrant, je me dis, il faut que j'aille vers de la gestion de projet. Il faut que j'aille vers vraiment quelque chose où on utilise les compétences que j'ai, qui sont, comme je te dis, je suis une très bonne gestionnaire de projet. Je sais planifier, je sais... Voilà, j'adore les tableaux Excel, enfin j'adore tous ces trucs où tout le monde pense que c'est chiant. Si j'avais été mieux orientée, hein, comme on dit, conseillère d'orientation, si on avait détecté ça en moi plus jeune, je pense très sincèrement que j'aurais terminé dans la compta. En vrai, non mais tu vois, enfin c'est chaud. Voilà, c'est con. Moi, ça me fait plaisir. J'aime bien ce genre de truc. Donc je me mets à chercher ce genre de poste et honnêtement, je trouve assez rapidement. En fait, j'ai fini mon taf chez Nestlé genre début mi-juin et mi-juillet, alors que j'étais en France, j'ai passé des entretiens, enfin bref, juste avant de partir en vacances en France, tout ça. Je me souviens, 14 juillet, on m'appelle, on me dit vous avez le job, quand vous revenez de France, c'est reparti quoi. Donc en fait, il m'a fallu moins de 2 mois pour trouver un autre taf. Et ça, c'est parce que t'as eu de la chance ou est-ce que là-bas vraiment il y a du travail? Il y a du travail pour ceux qui cherchent. Ouais, ça c'est la réponse à la Macron, ça. Tu traverses la route et... Non, la réalité, non, c'est pas ça. Ceux qui cherchent, c'est ceux qui envoient des millions de CV, qui téléphonent, qui contactent des cabinets de recrutement, qui répondent à toutes les annonces, qui personnalisent leur candidature. Enfin, je suis désolée, mais à un moment, c'est comme ça que ça marche. Oui, si vraiment si tu vas un peu moumou, non, oui, il y a plein de gens qui disent non, c'était trop dur, j'ai pas trouvé. Encore une fois, moi, c'est peut-être parce que je suis compétitrice dans l'âme, mais... Ouais, t'es acharnée. Ouais. Par contre, oui, c'est pas facile. Non, c'est pas en traversant la rue que tu trouveras. Par contre, si t'envoies des CV, si tu fais du networking, si tu vas à des events, si tu contactes les gens qui contactent les gens. Moi, beaucoup, ça s'est fait au début par le réseau de Français. C'est facile, mais c'est la vérité. Évidemment, t'arrives là, t'es tout seul, t'es Français. Oui, tu te renseignes sur c'est quoi les apéros entre Français, les événements de networking entre Français, et de fil en aiguille, les gens, en plus les gens sont quand même beaucoup dans l'entraide parce qu'on est tous passés par là et qu'on sait ce que c'est. Ouais, c'est vrai. Donc moi très vite, il y a plein de gens qui m'ont donné des contacts, qui m'ont dit appelle machin de ma part, appelle machin de ma part, appelle machin de ma part. Moi, ce job en l'occurrence, j'ai répondu à une annonce. Après, encore une fois, j'avais de l'expérience. Ça m'a quand même vachement aidé à trouver ces 2 jobs hyper rapidement. C'est que je suis arrivée en disant j'ai des compétences et on m'a dit oui, ça se voit, vous avez un beau CV. Oui, on veut vous rencontrer. Et on m'a rencontré et en me rencontrant, on m'a dit carrément ça va le faire quoi. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ce job. Pareil, eux, ils m'ont dit donc petite start-up, mais ils me disent donc on s'est un peu arrangé. Moi, le job m'intéressait, mais j'avais jamais fait ça avant, donc je me suis retrouvée en fait à faire Moi, je gérais la prod, donc c'est-à-dire que je faisais plus de marketing, mais je gérais les gens qui le faisaient. C'est moi qui faisais les calendriers, c'est moi qui priorisais les tâches de tout le monde. D'accord. C'est moi qui étais la Asana Master. Je suppose que tu connais le logiciel Asana. Je connais Asana, ouais, mais je pense que beaucoup de monde va connaître. Mais bon. Non, mais bon, voilà, truc de gestion de projet. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à faire ça. Donc moi, comme c'était pas ma compétence de base,
Je leur dis, bah écoutez les gars, moi je suis ok, ils pouvaient pas me payer le salaire que j'avais avant. Je leur dis, moi je suis ok pour baisser mon salaire parce que ils m'ont promis, ok, bah nous on va te faire ton visa. Donc ça a été donnant. Et puis moi j'étais un peu débutante dans ce poste, donc c'était aussi pour ça. Et je dis, écoutez, c'est normal. Bon bref, donc on s'entend. Ils me disent, ok, on fait quand même période d'essai machin, on voit si ça passe et on te fait ton visa. D'accord. T'es toujours dans ce job-là actuellement? Oula, mon ami, mais bien sûr que non. Ah, il s'est passé 10 000 trucs. Bon, Je le fais court. Venons-en au fait. Ça se passe bien. Ils me font mon visa, c'est super. Seul problème, les startups, ça prend des décisions rapidement. Ça prend aussi bien des décisions rapides quand il s'agit d'embaucher que quand il s'agit de licencier. tu peux te faire licencier très vite là-bas. C'est-à-dire que t'as pas de sécurité de l'emploi. Ah bah, mais écoute, moi, il m'est arrivé le truc, mais à l'américaine. On est allé boire un café. Ils m'ont dit, on va boire un café, on fait un petit point. Oh là. On va boire un café. Et comme c'est à l'australienne, et alors au niveau différences culturelles, ça c'est fascinant. Les Australiens, bah, c'est plutôt des Anglais. C'est-à-dire que ils tournent autour du pot. La franchise, donc nous, les Français, on est extrêmement direct. On est beaucoup trop direct pour eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est souvent vu. Je pense que les gens connaissent ce cliché. Les Français, ils sont arrogants, Malpolis. ils sont malpolis. Ouais. C'est pas tant qu'on... Si, il y a des gens malpolis, hein. Moi, je me considère pas comme en faisant partie. C'est juste qu'on est très direct et on choque les gens énormément. On est trop direct, on prend pas de pincettes et c'est horrible pour eux. C'est une agression. Et du coup, les mecs, on va boire un café, machin, et ils tournent autour du pot pendant, et me disant, oui, machin, bon, tu comprends. Alors, en fait, et c'est moi qui ai dû leur dire, je me revois leur dire, mais vous êtes en train de me licencier, en fait, là. Enfin, je leur dis, mais vous êtes en train de me virer ou pas? Parce que je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'était pas clair. Bah, en fait, tu comprends, oui. Bah, dites-le. C'était horrible, en fait. C'était encore pire, quoi. Les mecs étaient en train de me crucifier à tourner autour du pot. Mais dites-le moi. Bah, en fait, ça va pas le faire. L'horreur, quoi. On doit se séparer de toi. Et en fait, oui, voilà. Donc, c'est pas tant que je faisais un mauvais job. C'était juste que moi, j'étais un poste qui rapportait pas d'argent dans la boîte. Je leur coûtais trop cher. Ils m'ont dit, bon, écoute, voilà, en vrai, on s'aperçoit que nous, dans notre stratégie commerciale, ça nous coûte trop d'argent. Et on n'a pas les résultats qu'on pensait avoir en embauchant quelqu'un à ce poste, et du coup, on doit se séparer de toi, voilà. Et donc, clairement, je suis rentrée au bureau, là, à l'américaine, j'ai pris mes affaires. Avec le petit carton, t'avais un petit carton comme dans les films? J'avais pas de carton, non, parce que j'avais pas assez d'affaires, quoi. Mais voilà, je me retrouve à pleurer, à dire au revoir à tout le monde. Ah, c'était l'horreur. un peu tabou. En plus, genre, tu rentres et on te dit, bon, tu pars un peu en catimini, quoi. Sauf que moi, je suis hypersensible, donc je suis là. Bon, salut tout le monde. Voilà, j'ai pris mes affaires et je suis partie, quoi. Donc voilà, mais du coup, je me retrouve donc sponsorisée, mais j'ai plus de boîte. Et là, c'est la merde. Ah oui, parce que là, la galère qui arrive, c'est que tu as 3 mois pour transférer ton sponsor à une autre boîte. C'est-à-dire qu'il faut recommencer, retrouver un sponsor, machin, tout ça. Généralement, quand tu as déjà un sponsor, le gros des papiers sont faits. Donc l'entreprise qui reprend ton sponsorship, elle a moins de papiers à faire, c'est moins galère, donc c'est censé être plus simple, ok? Donc t'as pas eu le temps de déprimer, en fait, t'as dû te remettre à rechercher tout de suite. Exactement. Ouais. Le seul problème, c'est que je me suis retrouvée de nouveau dans cette période de Noël, de machin, où tout le monde est en vacances. Bon, bref, donc ça prend un peu de temps. Mais surtout, je me suis retrouvée au moment où les lois ont changé. Donc ici, en Australie, vraiment, les lois, il n'y a pas les gilets jaunes. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui dit non, mais on va changer la loi et maintenant c'est comme ça. Ici, c'est le pays où on respecte les règles et c'est ultra libéral. Donc la loi, elle change, ça change pour tout le monde et tu joues selon la loi, c'est la loi, ok, merci, maintenant faut l'appliquer, quoi. Donc moi, la loi sur les sponsorships a changé, et du coup, en fait, elle a changé, mais on savait pas ce qui allait se passer. Donc pendant 1 an, il y a eu un flou artistique sur la nouvelle loi, c'était la loi va changer. Donc comme la loi va changer, on sait pas ce qui va se passer. Donc comme on sait pas ce qui va se passer, on arrête d'embaucher en sponsoring. Donc moi, je me suis retrouvée à me faire appeler, je me faisais chasser à mort par des recruteurs parce que j'avais toujours un bon CV. En plus de l'expérience en Australie, donc ça, ils adorent, parce que quand t'arrives et t'as que de l'expérience en France, ils sont un peu réticents. Mais là, moi, j'avais quasiment 1 an d'expérience en Australie, donc vraiment encore mieux, les meilleures dispositions possibles pour trouver du travail. Je reçois beaucoup d'appels, j'envoie des CV, à chaque fois on m'appelle, on a reçu une candidature super intéressant, et moi je leur dis oui, j'ai besoin d'un visa. J'ai besoin que vous repreniez mon sponsor. Ah non, du coup ça va pas le faire, merci, au revoir.
Quelques entreprises me disaient bon oui, on est prêt à considérer pour le bon candidat, blablabla, le bullshit habituel. Donc je passe plein d'entretiens, j'ai des entretiens qui aboutissent. Vraiment, je fais 2-3 entretiens, des business cases, enfin voilà. Et sauf qu'au final, ça n'aboutit jamais. Et là, je me retrouve dans la traversée du désert j'ai que 3 mois. Sauf qu'en fait, je ne reçois jamais la lettre de l'immigration me disant vous avez plus que 3 mois. Donc moi je les appelle, je leur dis les gars, on m'a dit faut mieux les appeler toi plutôt que eux ils te chopent et ils te disent vous êtes en situation illégale. Donc moi et souvent ils sont conciliants. Donc moi c'est ce que je fais, mes 3 mois vont arriver à expiration. Je les appelle, je leur dis écoutez voilà ma situation, j'ai jamais reçu votre notification. Moi je suis en recherche active de travail et je devais rentrer en France parce que j'avais un mariage et je leur dis voilà aujourd'hui la situation c'est ça, j'aurais besoin de quitter le territoire pour aller au mariage. Est-ce que je peux le faire? Enfin voilà, je demande, je dis qu'est-ce que je fais? Et là, je tombe sur un mec adorable qui me dit, écoutez, moi j'ai aucune trace de tout ça dans votre dossier. D'accord. Il me dit, écoutez, et je pense qu'ils étaient sincèrement débordés par toutes les histoires de changement de loi. Il y a eu énormément de délais, de traitements administratifs. Enfin, ça a été l'année du chaos. Il me dit, écoutez, tant que vous n'entendez pas parler de nous, continuez à chercher. Par contre, ne quittez pas le territoire parce que si votre visa on vous annule votre visa pendant que vous êtes plus dans le territoire, vous pourrez pas revenir. Donc je me retrouve exilée entre guillemets en Australie, donc je ne peux pas aller au mariage dont j'étais témoin au passage, donc ça a été quand même un peu compliqué. Mais bon bref, mon ami a compris. Je me retrouve en Australie à chercher du taf, à ne jamais recevoir cette lettre de l'immigration. Enfin bref, je vais passer les détails, mais ça a été une année, l'année 2017, l'année absolument lunaire pour moi. Et en même temps, paradoxalement, c'est très étonnant, mais c'est je crois, une des meilleures années de ma vie. Ah ouais? C'était incroyable cette année. C'était une année de aussi encore une fois de recentrage sur moi, de qu'est-ce que je veux faire dans la vie, pourquoi je fais tout ça. Ça a énormément testé, c'est le mot à la mode, mais c'est vrai, ma résilience de qu'est-ce qui est important quand t'as plus rien entre guillemets, parce que je veux pas faire Cosette, mais vraiment j'ai pompé toutes mes économies, j'étais vraiment à vivre au jour le jour. T'étais pas à la rue non plus, enfin t'avais encore ton appart. J'étais pas à la rue, je pouvais toujours payer mon loyer, mais en coloc, ici évidemment je vis en coloc, ça les loyers sont beaucoup trop chers. J'ai quand même dégradé ma coloc, je suis passée d'une coloc où j'avais les moyens de payer une coloc qui coûte cher à une coloc qui coûte moins cher. Et donc j'étais pas à la rue, mais j'avais vraiment de quoi payer mon loyer, m'acheter à bouffer et c'est tout quoi. Très peu de loisirs, très peu, enfin voilà. Et au bout d'un an de galère comme ça, où je me dis à passer plein d'entretiens, à y croire, à chaque fois me dire non mais ça va le faire, j'y crois. Et sur le dernier refus, au bout de mois et de mois, j'ai fait non mais là en fait j'en peux plus. J'en pouvais vraiment plus. Ça faisait plus d'un an et demi que j'étais pas rentrée en France, j'étais exilée, j'en pouvais plus. Je me dis non mais c'est bon là, j'en ai marre. J'avais quand même réussi à mettre un tout petit peu de sous de côté pour prendre un billet d'avion pour rentrer en France. J'ai dit tu sais quoi, advienne que pourra. Je prends un billet aller-retour, donc je prends quand même mon retour pour revenir en Australie. Je prends mon billet pour aller en France pour le mois de mars. Je me dis j'ai besoin de rentrer me ressourcer, j'en peux plus de galérer. Je pars faire mon voyage en France. Je rentre 7 semaines, ça me fait un bien fou. Je monitore tous les jours si mon visa est pas annulé. Mon visa est toujours pas annulé. Je reviens en Australie en me disant allez, je me laisse jusqu'à la fin de l'année. Donc là, il en était début mai. Je me dis allez, 6 mois. Je me laisse jusqu'en décembre. En 6 mois, il faut que la situation change. Soit en 6 mois, je me dis la même chose que avant de partir en Australie. En 6 mois, soit la situation, je la change complètement. Soit, c'est que c'était pas pour moi. Encore une fois, c'est la vie, c'est comme ça. Au moins, j'aurais tout fait. Et c'est que c'était pas pour moi. Et je rentre en France et écoute, au moins j'aurais réalisé mon rêve et j'aurais tenté et c'était pas pour moi. Et donc je reviens en Australie, donc toujours en mode galérienne. Donc cette fois-ci en plus je n'ai plus d'appart parce que j'avais rendu mon appart avant de rentrer en France. J'avais mis toutes mes affaires, j'avais réparti, donc je m'étais séparée de plein de trucs, mais j'avais réparti toutes mes affaires chez plein d'amis. Je reviens, j'ai toujours mes trucs stockés chez mes potes, j'ai plus d'appart. J'ai mes amis qui m'hébergent. Non, mais c'est merveilleux. Donc, j'ai vécu avec mes 2 valises chez mes amis. Franchement, quasiment 6 mois. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Tant que j'avais oublié ça.
Ouais, ils sont super sympas, tes amis. J'ai bougé d'amis, donc des amis au début, donc je suis restée 3 semaines, ensuite je fais 3 semaines ci, 3 semaines là. J'ai eu la chance, encore une fois, moi j'aime pas dire la chance, à un moment la chance c'est la chance que tu te donnes à toi-même, c'est de la chance, mais c'est aussi, je sais pas, à un moment c'est peut-être parce que tu le mérites, j'en sais rien. Par une amie qui avait un couple d'amis français qui avait besoin que je fasse du house sitting, donc en gros que je garde leur maison pendant que eux partaient en voyage pendant 6 semaines ou 8, je sais plus combien de semaines, mais très longtemps. Et ça, c'est rémunéré ou c'est, enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est comme un job ou c'est un truc que tu faisais pour... Non, mais je gardais le chat. Et en fait, ils avaient un chat, donc ils m'ont dit, nous, on veut juste quelqu'un qui soit là, qui reste avec notre chat. Mais du coup, t'as la maison gratos. Je me retrouve dans une maison dans un des quartiers les plus chics de Sydney. Wow. Je me retrouve à habiter là pendant quasiment un mois et demi avec le chat. Le kiff, donc pas de loyer. Donc quand j'étais chez mes amis, pas de loyer. Donc ça me permet. Donc attends, je vais revenir à la situation pro, mais du coup, au moins je paye pas de loyer. Entre-temps, 3 semaines après être revenu en Australie, pareil, la rencontre. Tu pourras dire c'est le hasard. Je ne crois pas au hasard. Une copine qui sait que je cherche du taf, qui avait l'habitude de temps en temps à m'envoyer des annonces, elle me dit regarde, j'ai trouvé ça. Il y a une nana qui a une agence de voyage, c'est une Française sur Sydney. Regarde, elle cherche quelqu'un pour son marketing digital. Moi, je fais quelques recherches sur la nana. C'est une start-up. Je me dis, ok, elle va pas pouvoir sponsoriser. Et je me dis, mais écoute, je connais mon histoire. Tout networking est bon à prendre. Je lui envoie mon CV, je la contacte et on verra bien. Je la contacte, elle me contacte, elle me dit, écoute, CV intéressant, j'aimerais bien te rencontrer. On se rencontre, enfin on s'appelle d'abord, super feeling. On se rencontre, coup de cœur, vraiment coup de cœur. Ça a été comme je pense qu'on se l'est dit, on a toutes les deux eu un coup de cœur. Vraiment. Aujourd'hui, je donne un peu la fin de l'histoire, mais vraiment, enfin moi je le dis, cette personne c'est mon âme sœur professionnelle. Ça a été vraiment, on s'est reconnus, on est à l'unisson. C'est vraiment incroyable d'avoir une connexion aussi forte avec quelqu'un, professionnel et amical évidemment depuis, mais voilà, donc c'est une agence de voyage qui vend des voyages en Australie, Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. On se rencontre et du coup le projet est absolument, moi je suis passionnée de l'Australie, donc on en a parlé assez rapidement, mais moi j'ai quand même voyagé dans quasiment toute l'Australie avant de venir m'y installer. Je suis passionnée par ce pays, j'adore ce pays, sa culture, les gens, je sens une connexion à ce pays extrêmement forte. Je rencontre cette personne qui est passionnée par l'Australie, qui est à fond sur les mêmes valeurs que moi, de connexion, de faire découvrir la beauté, l'aventure, ce que c'est l'aventure australienne aux gens. Et du coup, on se dit ouais, mais on veut bosser ensemble. Elle me dit, moi, mais je peux pas te sponsoriser. Comment on fait? Et donc là, je fais le truc que plein de gens me disaient de faire depuis 1 an et plus d'1 an que je galérais. Ils me disaient, mais fais un visa étudiant. Je dis, ah non, je ferai pas un visa étudiant. J'ai déjà des diplômes. Je veux pas réétudier quelque chose. J'en ai pas besoin. Je m'acharne. Et là, je me dis, je crois que je vais faire un visa étudiant parce que le visa étudiant te permet de travailler également 20 heures par semaine, légalement. Donc voilà, donc j'abandonne mon visa parce qu'au final, j'avais quand même mon sponsorship, c'était un visa de 4 ans, hein. J'avais un visa valable pour jusqu'en 2021, sauf que c'était un cadeau empoisonné puisque tant que j'avais pas quelqu'un qui officiellement reprenait mon sponsorship, je ne pouvais pas travailler. C'était complètement... Oui, puis ça aurait été encore une grosse boîte finalement. Pas forcément... Ça peut être une petite boîte, mais qui a plus d'argent que celle-ci. D'accord. Ouais. Parce que la start-up qui m'a sponsorisé à la base, c'était une start-up, mais c'était une start-up qui avait déjà 8 personnes, qui faisait déjà suffisamment d'argent, etc., etc. Donc oui, quand même quelqu'un qui a déjà un peu les reins solides pour sponsoriser quelqu'un. Et donc du coup, j'abandonne mon sponsorship, je fais un visa étudiant. Du coup, comme je me lance donc dans l'agence de voyage, je me dis je veux quand même apprendre un truc qui est en rapport. Je fais un diplôme de tourisme, qui est le diplôme officiel pour être agent de voyage ici. Donc, ça me donne quand même une qualification. C'est l'équivalent d'un BTS. Voilà. BTS, agent de voyage. Ouais. BTS tourisme. Voilà, BTS tourisme. Et du coup, j'ai fait un visa étudiant. Donc, je me suis retrouvée à aller à l'école 2 jours par semaine. Donc, de nouveau en alternance. Et voilà. Donc, long story short, visa étudiant. Et du coup, j'en suis aujourd'hui. Mon visa étudiant expire en février 2020. Donc, à l'heure où nous enregistrons aujourd'hui, j'ai moins de 3 mois devant moi. D'accord, ok. Donc, l'histoire n'est pas terminée, quoi. Non, l'histoire est clairement pas terminée, d'où la météo qui est un petit peu en dents de scie.
parce que je ne peux toujours pas me faire sponsoriser par mon entreprise. J'ai une solution j'ai trouvé une solution. Ma solution, c'est de faire ce qu'on appelle un visa régional, donc c'est-à-dire de quitter, c'est de partir habiter ce qu'on appelle en région en Australie, c'est-à-dire ni à Sydney, ni à Melbourne, ni à Brisbane, mais dans tout le reste de l'Australie, c'est regional. Donc ça va en vrai, tu peux quand même aller habiter dans une grande ville, mais qui est juste pas Sydney, qui est pas la grosse ville. Et si je fais ça, vu que j'ai les compétences requises pour faire ça, bref, c'est une histoire en fait, tu te fais sponsoriser par l'État où tu vas habiter. C'est un peu différent, mais c'est toujours pareil, ça marche selon tes compétences. Donc moi, l'objectif, c'est de faire ça, sauf que pour faire ce visa, il faut faire ce qu'on appelle une expression of interest. Donc en fait, il faut que toi, tu fasses une candidature, que tu leur dises, les gars, moi, je suis vraiment, regardez ma candidature, elle est trop bien, et je suis intéressée de venir habiter chez vous et de travailler dans mon domaine de compétences, mais dans votre région. Eux, ils doivent étudier la candidature, et quand ils le décident, ils se disent, bon, ok, on vous appelle, vous pouvez maintenant officiellement postuler, et là, votre dossier va être traité pendant encore un délai dont on ne sait pas combien de temps, il va durer, et à la fin, tu auras ton visa. Donc en fait, là, moi, c'est le process dans lequel je vais m'engager, sauf que ça peut encore me prendre 1 an avant que ça... Ouais, c'est ce que j'allais dire, là, il te reste 3 mois, c'est ça? Il me reste 3 mois. Le fait que tu sois associé dans une boîte, ça change rien, ça pèse pas un peu dans la balance? Non, parce que les visas business, il y a des visas business, mais c'est des visas, en fait, il faut que tu leur dises, oui, bonjour, je vais injecter 1 million en Australie, et du coup, donnez-moi un visa. Voilà, c'est pas si simple. Ouais. Et donc, non, ça m'ouvre rien de spécifique à ce niveau-là. Non. Donc, du coup, voilà, il va falloir que je trouve une solution temporaire, une solution tampon même, tampon temporaire, le temps de gérer cette histoire de visa régional, et la solution, c'est de refaire un visa étudiant. Je vais le justifier en disant que je veux, là j'ai fait l'équivalent d'un BTS, je veux faire la qualification au-dessus pour parfaire mes compétences dans le domaine et dans le business et machin et tout ça. Je vais changer un peu de sujet. J'aurais parlé de la distance, en fait, de quand tu pars en Australie comme ça, t'abandonnes. En tout cas, tu t'éloignes de ta famille, tu t'éloignes de tes amis, etc. Tu dois adopter aussi des nouveaux codes culturels. Hein. Tu dois te plier un peu à des nouvelles choses que tu connais pas forcément. Comment ça se passe tout ça là actuellement pour toi? Ouais, alors ça honnêtement c'est fascinant. Et ce que je trouve marrant, c'est que ça évolue d'année en année, en fait, enfin de mois en mois. Je pense que tous les 6 mois, on va dire 6 mois maintenant, parce que j'ai plusieurs cycles de 6 mois à mon actif, tous les 6 mois, t'es dans un autre, enfin moi en tout cas, je suis dans un autre état d'esprit. Je vois ma mentalité évoluer, je vois ma manière de penser. C'est fascinant. Enfin moi, je suis très dans l'analyse, vous l'aurez compris. Donc j'adore analyser ça. Et donc les chocs culturels je les analyse plus du tout pareil aujourd'hui versus la manière dont je les analysais au début. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog quand je suis arrivée. Au bout de 6 ou 9 mois, j'avais fait un article qui disait les différences entre la vie à Paris et la vie à Sydney. Et c'est marrant, je l'ai relu il y a pas longtemps. Je me disais, oh, qu'est-ce que j'étais naïve, c'était mignon, c'était les réflexions de quand tu viens d'arriver. Écoute, ouais, le choc culturel. Alors déjà, l'Australie, c'est pas si différent que ça de l'Europe. D'ailleurs, c'est marrant, tu vois, maintenant, aujourd'hui, je dis l'Europe parce qu'en fait, ici, les gens disent l'Europe, ils s'en foutent que tu viennes de France, d'Espagne, d'Italie, enfin, et nous, on est nous, on est la France au milieu de l'Europe, on se voit pas comme l'Europe, mais pour le reste du monde, on est européen. Et d'ailleurs, j'ai découvert l'importance d'avoir un passeport européen, à quel point c'est un sésame incroyable, dont on se rend pas compte, en fait, quand on l'a vraiment, enfin, nous, les Français, on adore se plaindre, mais purée, enfin, la chance qu'on a. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est tombé là le classement, la meilleure nationalité au monde pour la 8e année consécutive, c'est d'être français en fait, parce qu'on est ceux qui avons le plus de bonus avec notre passeport français dans le monde entier. C'est quand même incroyable. On est le pays, on peut voyager, je crois, voyager dans 165 ou 185 pays sans visa dans le monde. Enfin, bref. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que c'est un super confort, mais quand tu vois pour aller aux États-Unis, quand t'es français européen, c'est super facile, mais quand tu viens d'un autre pays, c'est la croix et la bannière. Mais partout, mais même ici, tu rencontres énormément de nationalités, même les gens d'Amérique du Sud, par exemple, ils ont beaucoup plus de restrictions que nous. Enfin, la France, mais tu dis que t'es français, c'est le sésame. Les gens te regardent avec un regard, les yeux qui brillent. La France a une aura tellement incroyable
dans le monde, mais on s'en rend pas compte en tant que Français, je te jure. Moi, j'ai jamais été particulièrement fière d'être française, parce que nous, on est Français, on prend tout pour acquis. Bah oui, c'est la France. Ah, bah de toute façon, la France, il y a tout qui va mal en France, et puis de toute façon, en France. Mais je te jure, mais c'est incroyable ici quand tu rencontres du coup les Français qui sont là depuis un certain temps. On est tous là à se dire, mais c'est fou, cette chance qu'on a d'être français et cette beauté de notre pays, cette richesse, cette culture, cette histoire. Moi, je suis amoureuse de la France. J'ai jamais été aussi fière et heureuse d'être française que depuis que j'y habite plus. C'est incroyable. Maintenant, quand tu me parles, évidemment, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin, tout ce qui m'entoure, l'Océanie, c'est ma passion. Mais quand je rêve à des vacances un peu de rêve, je rêve à des vacances en France. Ah ouais. Non, mais vraiment, mais d'ailleurs tous mes potes, on est tous pareils maintenant. Les gens qui habitent ici depuis longtemps, quand on rentre en France, oui, on voit la famille et tout, mais on se fait des kiffs de genre je vais faire les châteaux de la Loire, ou oh non, bah moi je vais me faire tout le Pays Basque. On se fait des trucs. Enfin bon, bref, ça c'est un autre débat. Bah ça, non, mais c'est la France, c'est un super beau pays, hein. Moi j'adore. C'est incroyable. Et d'ailleurs, nous, les Français, on voyage énormément en France. Même, quand même, on est habitués à voyager en France. Les Australiens ne voyagent pas du tout dans leur pays. Ah Les ouais. Australiens voyagent, comme on appelle ici, overseas. L'objectif, c'est de quitter l'île parce que ils sont trop isolés. Ils se disent, mais non, mais on est loin de tout. On connaît rien au monde. Notre pays, il est beaucoup trop jeune. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'histoire. Et ils veulent voir des vieilles pierres. Ils veulent aller en Europe. L'Europe, c'est vraiment le truc incroyable. L'Europe et les États-Unis, on va pas se mentir, Ouais, et ouais. l'Asie. Mais l'Asie, c'est beaucoup par facilité, parce que l'Asie, bah, c'est juste à côté, et c'est pas cher. Donc tout le monde voyage en Asie, parce que quand t'es australien en Asie, enfin t'es le roi du pétrole, t'as énormément d'argent. Et bah, d'ailleurs tout le monde, hein, je pense, même en France, quand tu vas en Asie, c'est vraiment pas cher. Et voilà. Et donc du coup, les différences culturelles dont je te parlais, moi, elles ont été principalement, déjà t'arrives, tout le monde te dit. Tout le monde est gentil et poli. Ça c'est bien, ouais, ça change. Ouais. Mais j'avais remarqué ça aussi quand j'y suis allé, quand on y était. Et en fait, partout t'arrives ici, les gens te disent bonjour, comment ça va? On te dit pas bonjour, c'est hi, how are you? Toujours hi, how are you? How's it going? Mais c'est parce qu'ils veulent un pourboire. Mais non. Mais non, Non, je troll un peu. Mais on se le dit. Mais évidemment, tous les Français qui arrivent. Moi, la première, j'étais là, mais purée, mais c'est vraiment hypocrite de dire ça. Hi, how are you? T'en as rien à faire de comment je me sens. Tu veux juste, vas-y, demande-moi juste quelle est ma commande, tu sais, genre quand tu vas dans un resto, ou juste je suis dans un magasin de fringues, mais tu t'en fous de savoir comment je vais. Enfin, pourquoi tu me dis ça? Enfin, vraiment, moi, j'étais vraiment, mais arrêtez les gars. Et en fait, au bout d'un moment, non, tu t'aperçois que c'est la culture ici. Et en fait, mais c'est génial. Mais c'est pas un peu fake? C'est juste qu'en fait, et moi l'autre truc, ça je le sais toujours, l'exemple que je prends quand je dis aux gens, moi ça a changé ma vie encore une fois en tant que Parisienne. Moi c'est aussi pour ça que je me suis jamais sentie totalement, je pense, parisienne ou française, je sais pas, moi j'ai toujours été en désaccord parce que moi j'adore les règles, ok? Les Français adorent transgresser les règles, les Français, les Italiens, les Espagnols, c'est très latin. La culture latine, tu veux enfreindre les règles, tu veux tirer avantage de toute situation et de tout le monde, donc s'il y a moyen de gratter un truc, s'il y a moyen de magouiller, si c'est trop facile, pourquoi tu t'en priverais? Évidemment que tu vas magouiller. Moi, ça c'est un truc, ça n'a jamais été dans ma mentalité, je l'ai toujours détesté. Moi, j'aime les règles, ça me sécurise, ça me tranquillise, c'est mon côté très, tu vois, analytique, tout ça, c'est noir, c'est blanc. Du coup, j'ai débarqué dans le pays des règles, l'Australie. C'est merveilleux, et donc les gens font la queue pour monter dans le bus. Et ça, mais c'est une tranquillité. Moi, j'en pouvais plus de me battre pour rentrer dans le métro, j'en pouvais plus, parce qu'en fait, ça fait ressortir de toi le mauvais, parce que si tu te bats pas, t'as pas toutes ces choses. Si toi non plus, t'es pas là à pousser comme un goret, mais tu rentres jamais dans ce putain de métro. Mais évidemment, c'est horrible, et moi, je le vivais super mal. Ici, en fait, tu fais la queue. Et moi, au début, j'ai fait ma parisienne, 2-3 fois, je veux pas faire la queue, ils sont débiles ou quoi? Évidemment que je vais au début de la file. C'est très simple, il y a toujours quelqu'un pour te dire, la queue, en fait, c'est là-bas. Et écoute, ça te fait te sentir tellement mal que tu vas la faire la queue. Ouais, bah oui. Chaîner en 2 secondes, tu vas au bout de la queue. Et en fait, tu t'aperçois que pourquoi ça marche? Parce que tout le monde suit les règles. Et en fait, tu fais la queue comme tout le monde et tu t'aperçois que ça te tranquillise, mais tellement. Et du coup, en fait, tout le monde qui te demande comment ça va, au bout d'un moment, tu te dis, c'est super agréable, en fait, partout où je vais, tout le monde me fait des sourires. Tout le monde me dit avec un grand sourire, coucou, comment ça va?
Et tu dis, bah ça va et vous? Bah les gens ils disent, bah ouais, ça va. Bon, aujourd'hui, il y a des gens même des fois qui enchaînent. La plupart des gens, ça s'arrête à, oui, ça va, bon, comment je peux vous aider? Tu vois, ou qu'est-ce que vous voulez comme café? Mais parfois, tu rentres dans des conversations, mais c'est génial. Les gens te disent, bah ouais, bah moi je suis allée surfer ce matin, ou non, bah écoutez, aujourd'hui j'ai fait ça et franchement c'était cool. Oh non, moi j'ai pas eu un bon démarrage de journée, mais écoutez, aujourd'hui c'est pas... Et écoute, c'est merveilleux en fait, et tu t'aperçois de la joie que ça te procure en fait de juste être humain, parce qu'en fait on est hyper déshumanisé en France, en tout cas je trouve, en Europe, dans les grandes villes on va dire, c'est peut-être moins le cas dans des petites villes, des petits villages. Ça te reconnecte aux gens en fait, et du coup donc cette principale différence culturelle de déjà avoir des gens qui sont gentils, qui font la queue, combien de fois ça nous est tous arrivé ici, tu perds un moment, je sais pas, tu perds un billet ou tu perds un truc et on te le rend, ou on t'appelle, mais oui, c'est incroyable, oui. Ça arrive vraiment. Ici, tu laisses ton iPhone sur la table, tu pars aux toilettes, tu reviens, l'iPhone il est toujours là. Je veux dire, c'est normal, tu laisses ton sac. Moi maintenant, mais tu t'aurais vu, moi je me suis retrouvée dans des endroits, mais moi je laisse mon sac à main, mais j'ai plus peur de rien. Je vais dans un bar, je pose mon sac dans un coin, je circule toute la soirée, je sors dehors, je reviens, machin, j'ai pas peur une seconde pour mes affaires. Personne y a touché. Et c'est tellement, mais merveilleux. Mais donc, le côté très français, donc, avec lequel j'ai galéré en entreprise, bah, ça a été justement ce côté très direct. Nous, en France, tu nous dis, bah, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, tu dis, bah, c'est bien ou c'est pas bien. Et tu vas dire, et si c'est pas bien, tu vas le dire. Bah, non, en fait, ça va pas, il faut plutôt le faire comme ci, comme ça. Oh, malheur, si tu fais ça ici. Ah, non, il faut pas. Non, bah ça a été, je me suis pris dans les dents dès le début. Moi, on me disait, bah, et ça, machin, je dis, bah. Ça, tu penses que c'est quelque chose de français ou tu penses que c'est quelque chose qui est propre à toi? Ah non, c'est français. Ah, c'est français, d'accord. 100%. Okay. 100%. Puisque justement, j'ai eu l'occasion d'en discuter. Et du coup, c'est un milieu extrêmement multiculturel, hein, l'Australie, vu que c'est un pays d'immigrants. Donc ici, il y a extrêmement peu de gens qui peuvent te dire, je suis australien depuis plus de 2 générations. Il y en a, mais c'est très peu. Donc tout le monde vient d'un background culturel complètement différent. Du coup, tu te retrouves, non, c'est vraiment, c'est le côté anglo-saxon, c'est qu'en fait, il faut prendre des pincettes et il faut dire, écoute, le sandwich. Oh, alors écoute, c'est super. Moi, je pense qu'il y a du très bon dans ce que t'as fait, machin, tout ça. Mais alors, tu vois, je pense que ça, peut-être que, est-ce que t'as pensé à le faire plutôt comme ça? Parce que, enfin voilà, moi, il faut faire ce que nous, en tant que Français, on appelle tourner autour du pot. D'accord. Eux, ils appellent juste, en fait, encore une fois, être plutôt bienveillant, plutôt poli, c'est-à-dire quand même dire, écoute, c'est super ce que t'as fait, parce que tu l'as fait, donc déjà tu l'as fait, bravo. Non mais voilà, déjà dire. Alors que nous en France, c'est bah ouais, tu l'as fait, c'est ton taf, donc je vais pas en plus te féliciter, alors que je trouve qu'en plus c'est pas bien. Tu vois? Ouais, je vois bien. Ici, il faut dire c'est bien, il faut dire mais écoute, moi je pense qu'on pourrait plutôt partir là-dessus parce que blablabla. Voilà. Ça me fait marrer. Surtout, moi, ce qui m'a choquée, bah ça, c'était chez Nestlé. Vraiment, je me retrouvais dans une équipe où les gens étaient principalement plus jeunes que moi. Et je me retrouve dans des réunions avec des gens de mon équipe, avec des petits jeunes de 22 ans, qui ont une conviction, qui ont un aplomb. Un aplomb, merci, je perdais le mot. Un aplomb. Et ils arrivent, donc on dit, ouais, donc on fait une réunion, on brainstorm, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette campagne, machin. Et ils arrivent, bah moi, je pense qu'on pourrait faire ça, ça, ça. Et puis là, on fait ça, et là, on fait ça. Et là, du coup, ça fait ça, et machin, tout ça. Et moi, j'étais là. Franchement, mais choquée. Vraiment avec ce truc très français de, excuse-moi, t'as quel âge? Déjà, de quel droit tu te permets d'être aussi sûr de toi? De quel droit tu prends la parole comme ça? Mais vraiment, mais là, je dis ça, je me fous de moi, hein, parce que c'est horrible de penser comme ça. Et au contraire, c'est génial d'avoir des jeunes qui ont pas peur de parler. Mais nous, en France, ce que j'ai découvert, c'est qu'on a ce problème avec l'excellence. Et c'est le revers de la médaille. On a l'excellence à la française qui est un super truc. C'est-à-dire que nous, nos projets, ils mettent du temps à sortir. On fait 150 000 révisions, on se prend la tête, tout ce que tu veux. Mais quand le projet, il sort, généralement, il est plutôt béton. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est super fort. Vraiment, enfin, moi, je m'en suis aperçue. Ici, ils ont cette réputation d'être beaucoup trop relax. D'ailleurs, il y a énormément de Français à des postes managériaux, hein, au passage, et en gestion de projet d'ailleurs notamment. Mais ici, les projets sortent vachement plus vite. Ici, c'est comme on dit, test and learn. Et ici, il y a vraiment ce côté,
c'est pas grave si tu échoues. On va recommencer. C'est pas grave, c'est parce que t'as échoué. C'est très à l'américaine, ouais. C'est à l'américaine, c'est anglo-saxon. C'est échoue, de tes erreurs tu apprendras et on fera autre chose. Nous, en France, ça met 1000 ans de discussions politiques, de non, on devrait plutôt faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Les trucs, ils mettent 1000 ans à sortir. Et au final, si on avait lancé, alors toi, par exemple, qui est quand même dans un milieu plutôt tech, plutôt dans la tech, généralement, non, ça sort plutôt vite, parce que justement, on s'inspire, on se dit, en fait, on va peut-être test and learn et ça nous permettra d'avancer. Mais il y a quand même, moi qui ai bossé dans des entreprises bien françaises, des grosses boîtes où tout est très politique, où ça met 1000 ans avant d'avoir un truc validé juste parce qu'il fallait changer une couleur ou une virgule. Ici, t'as pas ça. Ici, c'est hop, les choses arrivent. Les choses se font vite. Et du coup, donc c'est super agréable, en fait, c'est super fluide. Mais oui, mais c'est merveilleux, en fait. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivée là-dedans, je dis, mais attendez, non, il faut cadrer, non. Et on m'a reproché, on m'a dit, Céline, t'es trop négative. On m'a dit, non, tu freines trop. Voilà. Et alors qu'en fait, moi, je dis, mais les risques, mais attendez, mais c'est pas assez bien, mais il faut qu'on vérifie, qu'on peaufine et que machin, et que tout ça. Non, mais justement, il n'y a pas plus d'erreurs. Enfin, je veux dire qu'à un moment, quand t'es dans une boîte, tu bosses, tu sors un produit ou quelque chose, si c'est mal pensé, mal foutu parce que t'as commercialisé un proto, entre guillemets, ça peut aussi nuire à ta boîte, non? Oui, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je vais pas te dire l'Australie c'est mieux, la France c'est mieux. Je vais te dire le mieux, c'est l'entre-deux. Ouais. Comme pour le fromage, quoi. Bah oui, et j'ai une de mes amies qui d'ailleurs est française ici et bosse dans une grosse boîte où justement, mais une grosse boîte internationale, mais donc elle est dans la branche australienne et voilà où les choses se font peut-être un peu vite et elle a ramené ce côté d'ailleurs qui est très apprécié dans les entreprises malgré tout, ce côté français qui est, attendez, on va mettre en place des process parce que nous on est vachement bons en process, les Français. Donc, on va mettre en place quelques process, on va quand même un petit peu ramener un petit peu justement cette excellence à la française, quand même en réinjecter un petit peu sans que ça freine les projets. Mais voilà, quand même, encore une fois, trouver l'équilibre entre attendez les gars, on va quand même pas sortir un truc trop rapidement, on calibre un peu le truc. Mais ok, on va pas se tripoter la nouille pendant 1000 ans avant que ça sorte. D'accord. Et mais vraiment ouais, donc ce côté, le choc culturel, c'est on est trop direct, on est trop, on prend pas assez de pincettes. Et moi, quand je suis dans une situation de stress, ça revient très vite. Ouais. Alors justement, ça c'est marrant parce que être trop direct, les mecs ont tendance à tourner autour du pot. Enfin, je dis les mecs, les filles aussi ont tendance à tourner autour du pot, mais du coup, ils tournent autour du pot pour te le dire ou tu vois comment ça se passe? Ouais. Toi, t'es super speed, t'es super direct, tu vas dire un truc, puis eux vont essayer de te faire comprendre subtilement en tournant autour du pot que t'es un peu trop cash. Ils font ça comment? En fait, ça dépend. Ça dépend avec qui. Parce que du coup, comme tout est très multiculturel, moi en fait, j'ai travaillé avec des purs Australiens et eux tournaient autour du pot, notamment ceux qui m'ont licencié par exemple. Aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de Français. Dans ma boîte, on est pas mal de Français. Et sinon, je travaille quand même avec pas mal d'Européens. Donc, entre Européens, on a quand même ce truc de se dire les choses assez cash. Donc, on va pas me le dire de manière désagréable à la française. On va me le dire, encore une fois, un entre-deux. On va peut-être me le dire, mais avec le sourire. Tu vois, on va peut-être me le dire de manière directe, mais avec un grand sourire. Et pas en mode désagréable à la française. Tu vois, on va peut-être me dire « Céline, au fait, ça te dit, on se détend un peu ?» Non, mais tu vois, ça m'arrive pas depuis tous les 4 matins. Ouais, je vois bien, ça m'est juste arrivé qu'on me dise « Attends. » Mais et puis, une fois que tu les connais bien, même les Australiens, en fait, quand t'es à l'aise et que ils voient bien que voilà que tu sais comment ça marche, ils savent comment tu fonctionnes, ils vont réussir à être plus directs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'apprivoise. On est de toute façon habitués tous à travailler dans des milieux multiculturels. Vraiment, c'est un mot que j'employais pas du tout quand j'étais en France parce que j'avais pas le lieu de l'employer. Ici, c'est la norme. Il y a pas une entreprise, il y a pas un groupe d'amis où t'as pas un Indien, un Brésilien, un Espagnol, c'est un pays d'immigration. On est tous, en tout cas dans les milieux moi dans lesquels j'évolue, c'est vrai, on est tous, c'est multiculturel quoi, asiatique. Et alors, comment ça se passe avec la famille qui est restée en France? Ah oui, donc tu me disais l'éloignement. Ouais. Moi, au début, je le vivais plutôt bien. Déjà parce que moi, je suis arrivée, j'étais comme on dit on a mission, quoi. Tu vois, moi, la première année, de toute façon, elle passe tellement vite, tu la vois vraiment pas passer. Tu crois que ça va être long, en un clin d'œil, l'année elle est finie.
Voilà, puis voilà, ça passe vite. Donc la première année, ça va. En plus, j'étais rentrée. Écoute, tu t'accordes. C'est compliqué pour les coups de fil parce que il faut les prévoir. Où il faut prévoir qu'il y a le décalage. Et malheureusement, donc en fait non, donc tu prévois tes coups de fil, donc c'est cool. Moi, j'ai des amis vraiment très, enfin, j'ai un groupe d'amis très soudés, donc j'ai pas pris de distance avec mes amis. On s'appelait toujours hyper souvent, puis la magie des réseaux sociaux, on a beau cracher sur Facebook et tout ça, enfin, c'est quand même magique. Vraiment, les gens arrivent à suivre tout ce que tu fais, et t'arrives à prendre des nouvelles sans prendre des nouvelles. Et vraiment je me dis, moi, j'avais une amie qui était venue ici avant Facebook. Elle me disait, mais j'ai acheté des cartes téléphoniques qui coûtaient une blinde. Enfin, tu partais en Australie, tu partais à l'autre bout du monde et c'était chaud, quoi. Tu vois, pour communiquer. Aujourd'hui, en vrai, tu le sens pas. Par contre, maintenant, au bout de 4 ans, je vais pas te mentir. Et puis, tu vois, là, je suis encore rentrée en France cet été. T'es plus dans le quotidien. Et moi, ça, j'en souffre de plus en plus. Moi, c'est dur pour moi de voir les gens qui vieillissent, les enfants qui grandissent. Je suis plus là. Comme je disais, je suis marraine d'enfants que je vois pas grandir. Je suis marraine d'enfants qui me connaissent assez peu. Parce que c'est pas parce qu'on fait un Skype de temps en temps et que, enfin, tu vois, je veux dire, en vrai, quand t'es pas dans le quotidien d'enfants de moins de 3 ans, la relation, elle est compliquée à établir. Oui, oui. Moi, ça, c'est vraiment un truc que je vis mal. Vraiment, c'est bête, c'est les enfants, en fait. C'est mes potes, si tu veux, on a des années d'amitié derrière nous. Donc, nous, même si on se parle pas pendant 6 mois et qu'on se revoit demain, c'est comme si on s'était quitté hier. C'est vraiment, ça, je le vis en ce moment pas très bien. Ce que je vis pas bien aussi, oui, c'est de pas pouvoir, enfin, le problème, c'est que l'Australie, c'est loin, quoi. Donc, quand tu rentres une fois par an. Et quand tu rentres, c'est un marathon. C'est pas des vacances, clairement. T'es obligé d'aller voir tout le monde. Tout vivre à 100 à l'heure. Et au final, et quand tu fais les comptes, c'est ça le plus déprimant. C'est que, du coup, moi, les gens importants, par exemple, tu dis, ok, on va passer tout un week-end ensemble. Et tu te dis, un week-end, quand tu rentres 3 semaines, un week-end, c'est énorme, hein. Tu te dis, on a été 100% ensemble pendant un week-end, c'est merveilleux. Et après, tu te dis, voilà, c'est les 2 jours où j'ai vu mon meilleur ami ou ma meilleure amie dans l'année. Et ça, c'est déprimant. Et voilà, et tu peux plus te dire, non, tu fais quoi ce week-end? Tu peux plus te dire tous ces trucs-là. Et ça, ça, c'est dur. Et c'est pour ça que je te disais que c'est une constante quand même remise en question de pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qui vraiment te motive? Qu'est-ce que ça convoque vraiment au fond de ton cœur? D'où l'intérêt, comme je disais depuis le début, d'être vraiment aligné avec ta tête et ton cœur, parce que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Donc moi, parce que quelque part, t'abandonnes aussi une partie de tes amis, de ta famille, enfin de tes connaissances. Mais après, il faut te recréer ces liens humains. Oui, et ça, moi j'ai toujours été hyper sociable, donc évidemment, je me suis refait des amis. En plus des amis que tu te refais ici, enfin à l'étranger, on est tous dans le même cas, ça devient ta famille. Parce qu'on est tous dans le même bateau, on n'a pas nos amis proches et notre famille, donc en fait les amis que tu te fais ici, c'est vraiment c'est les amis avec qui tu fais Noël, c'est les amis avec qui tu fêtes les moments importants, c'est ceux qui sont là dans ton quotidien. Est-ce que les relations sont aussi sincères que tes amis en France? Ouais, et même je pense encore plus. D'accord. Parce que écoute, c'est l'effet, moi j'aime bien l'appeler l'effet love story. Tu sais, je sais pas, c'est vraiment une conversation de vieux. Je connais des gens qui sont partis aux États-Unis et ils ont eu vachement de mal. Alors c'est peut-être propre aux États-Unis, hein, mais à recréer des liens et à se faire des amis, parce qu'ils ont des amis, si tu veux, mais c'est plus des connaissances. Ça reste assez faux en fait en termes de relations. T'as du mal à rentrer dans le cercle intime des gens en fait. Alors oui, mais alors je vais t'expliquer. Donc il y a 2 types d'amitié. Mais donc juste pour revenir pour l'effet love story, c'est l'effet on est entre guillemets enfermés tous ensemble. Et on vit des trucs hyper forts émotionnellement tous ensemble, et c'est avec ces gens-là que tu les partages, parce que tes gens habituels ils sont pas avec toi, et du coup en fait ça crée des liens incroyables, et du coup ça crée des liens très forts très vite. Après tout dépend, il y a les amis, effectivement il y a des gens qui vont dire c'est dur de connecter avec les locaux, c'est dur par exemple pour moi dans mon cas de se faire des amis vraiment australiens ou des amis vraiment américains, ou des amis. Et ça, c'est vrai, mais j'ai envie de te dire, c'est pareil pour nous en France. Toi, t'es dans ton pays, mais t'as pas besoin d'aller te faire des amis étrangers. Toi, t'as déjà tes amis, en fait, t'es dans ton pays. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des amis australiens,
Parce que moi, tous mes amis australiens, je les ai rencontrés dans le cadre du travail. C'est-à-dire que ce sont des gens que j'ai vus tous les jours. Donc tous les jours, et du coup, au bout d'un moment, oui, t'apprends à te connaître, tu finis par aller boire des coups, tu finis par t'inviter à des anniversaires, tu finis par rencontrer leurs amis, et c'est comme ça que tu rentres dans des cercles de gens locaux australiens. Maintenant, quand je te parle de mes amis, donc j'ai quelques amis australiens que d'ailleurs avec qui je les ai emmenés en France cet été. Enfin, c'était, tu vois, c'est cool, ça marche un peu dans les deux sens. Maintenant, la plupart de mes amis ce sont pas des Australiens, ce sont des Français ou d'autres nationalités, brésiliens, espagnols, italiens. Enfin voilà, comme je te disais, les multiculturels quoi. T'as des amis expats en fait. Ouais, vraiment. Et du coup, et par contre, ces amis-là qui sont dans le même bateau que toi, où vraiment, du coup, on sait ce qu'on ressent, on ressent oui. cet éloignement, on ressent tout ce que c'est d'être seul et de devoir vivre, prendre des grandes décisions qui vont genre gérer toute ta vie avec des histoires de visa et de tout ça. Ça rapproche énormément et du coup moi je trouve que ce sont des amitiés très fortes et c'est marrant parce que souvent tu sais il y a les gens que tu rencontres au début donc justement via les apéros de français les genres de trucs où t'es là t'as personne donc tu t'accroches à la première personne que tu rencontres comme une moule à son rocher et souvent c'est pas des gens avec qui tu restes pote par la suite parce qu'en fait tu les avais rencontrés au début et voilà mais après tu rencontres d'autres gens et c'est un peu plus ta cam et voilà, c'est comme ça que tu te fais ton cercle d'amis. Moi, franchement, je pense que j'ai de la chance encore une fois. J'aime pas ce mot de chance, mais oui, on va dire j'ai de la chance. J'ai beaucoup d'amis ici, des amitiés très fortes, tu vois, que vraiment j'ai surcréé. Maintenant, le noyau dur, il est en France. Et les gens qui me connaissent vraiment, tu vois, moi maintenant, surtout que j'ai la chance d'avoir des amis d'enfance. Donc, comme je leur disais cet été, maintenant on est amis depuis plus de 25 ans. Tu te dis, c'est des frères et sœurs pour moi. Tu vois, on se parle sans se comprendre. On se parle sans se comprendre ou on se comprend sans se parler. Tu as raison. On se comprend sans se parler, on n'a pas besoin de se dire les choses pour savoir ce qu'on ressent. Mais c'est vrai que c'est quand même des efforts d'entretenir cette amitié. Et surtout vraiment avec ce côté aussi en vieillissant, c'est con, mais voilà, tu vois, j'arrive dans la deuxième partie de ma trentaine. Tous ces amis avec qui on a vécu plein de moments très forts, moi je les ai quittés il y a 4 ans, donc au début de notre trentaine. Pour certains, ils n'avaient pas encore d'enfants, maintenant ils en ont, ils n'étaient pas encore mariés, maintenant ils sont mariés. Et en fait, on est tous un peu dans cette deuxième partie de notre vie. C'est con, hein, mais moi c'est comme ça que je le ressens, dans cette deuxième partie de notre vie où c'est un nouveau cycle et c'est un peu une nouvelle vie, c'est des nouveaux nous. Et en fait, moi c'est un peu de ça dont j'ai peur, c'est que mes amis, tu vois, que je vois qui donc ont ces enfants et tout ça, en fait ils deviennent une nouvelle version d'eux-mêmes avec laquelle je connecte beaucoup moins, enfin en tout cas je la connais moins puisque je suis moins dans le quotidien et j'ai peur, aujourd'hui je le ressens pas vraiment, ça c'est moi et mes réflexions parce que j'adore analyser, je le ressens pas en vrai, mais j'ai peur qu'avec le temps qui passe et cette distance qui s'installe, que tu sais on drift quoi, enfin qu'on s'éloigne parce que moi je connais plus cette version d'eux et eux ils connaissent moins cette version de moi expatriée qui a fait que j'ai énormément changé aussi. Et ça voilà, quand je pense à ça, je me dis parfois rappelle-moi pourquoi je suis partie à l'autre bout du monde toute seule et que j'ai quitté tous ces gens que j'aime et souvent je me dis c'est quoi la vie quoi, c'est cette vivre ici toute seule et être épanouie parce que j'aime ma vie, j'aime ma qualité de vie ici, ou c'est être avec les gens que j'aime dans un lieu dans lequel la qualité de vie me va moins et je me sens oppressée. Et c'est horrible parce que c'est comme pour tout, je n'ai pas la réponse, j'arrive pas à trouver le juste milieu, il y en a pas en fait. Ouais. Et donc aujourd'hui quand vraiment je me concentre très fort et je me dis OK Céline, si demain tu rentres en France et que t'es avec tous tes amis, ta famille, tous les gens que t'aimes, comment tu te sens? Honnêtement, je pense que la qualité de vie que j'ai ici, tu vois, tout ce que je te disais, c'est bête, mais les gens qui font la queue pour monter dans le bus et cette douceur de vivre, ce non-stress, ce côté, je suis à l'autre bout du monde, il peut rien m'arriver, alors qu'en France, t'as le poids de toute la misère du monde, le poids d'être un pays important en géopolitique. C'est horrible, hein, souvent je culpabilise, je me dis j'ai démissionné de tout ça. C'est horrible, vraiment, hein, je te jure, je pense comme ça. J'ai démissionné de tout ça. Mais ça me permet. Tu bossais pas au gouvernement non plus. Non, mais tu te rends pas compte, je te le dis, peut-être que ça va t'aider à t'en rendre compte. On porte tout ça sur nos épaules quand on vit en France. On le porte.
Et en même temps, c'est bien parce que ça fait de nous des êtres hyper éveillés sur tous les problèmes du monde. Ici, en Australie, c'est l'extrême inverse. Ils sont perchés, les mecs. Ils sont en retard sur l'écologie. Ils sont en retard. Je veux dire, la grande barrière de corail, moi, je leur disais, mais moi, en primaire, on me disait qu'elle allait mal. Eux, ils viennent à peine de se réveiller pour se rendre compte qu'en fait, ça va pas très bien. Ici, ils sont pas dans le même, encore une fois, c'est un pays qui a vraiment pas la même place dans la géopolitique mondiale. Ils sont juste collés aux Américains et à l'Angleterre. Et vraiment, il y a on le sent qu'on est à l'autre bout du monde, on le sent qu'on est sur une île, on n'a pas la menace terroriste, on n'a pas, et du coup, c'est bête, mais souvent, je me dis, je culpabilise vachement, mais je me dis, purée, je suis bien à l'autre bout du monde sur mon île, à pas avoir tout le poids. T'es dans un cocon, en fait. Voilà. Mais après, je culpabilise encore de me dire, oui, j'ai laissé tous les autres, là-bas. Il faut les faire venir. Ouais, je sais. Par contre, je suis punie quand même, parce que j'ai pas la bonne bouffe française, j'ai pas la culture française. Mais qu'est-ce que ça manque, ça, je te jure. Je suis tellement frustrée surtout encore une fois, en vivant dans une grande ville comme Paris. Je veux dire, à Paris, tous les artistes viennent à Paris. L'offre culturelle à Paris est incroyable. Ici, quand j'ai vu que Beyoncé, elle venait même pas en Australie, genre même pour elle, c'est trop loin. J'étais choquée. On n'a personne qui vient ici, je te jure, Manu, c'est l'angoisse. Il y a Coldplay qui vient, il y a Pink. Bon, voilà, super. En grosse tête d'affiche. Alors, les petits, il y a personne. Et quand ils viennent, la culture ici coûte tellement cher. À Paris, tu peux faire des concerts de dingue pour 30 €. Enfin, je te jure, moi, je suis extrêmement frustrée culturellement. Ça, c'est un vrai truc. Donc, je suis quand même... Un peu, en fait, l'Australie, t'es un peu isolé du monde, en fait. Enfin, c'est un pays où les gens sont un peu, c'est ça. Ah, mais pas qu'un peu, évidemment. Mais d'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est ce que je te dis, que eux, quand ils voyagent, mais ils veulent pas rester en Australie. Ils vont directement, soit aux US, soit en Europe, quand ils veulent justement tout ce côté culturel un peu dingue, ou alors ils vont en Asie pour le côté on kiffe pas cher. Et voilà, mais bon, malheureusement, j'en arrive à la conclusion que tu peux pas tout avoir. Après, je t'avoue, comme moi je continue de rêver malgré tout, tous les rêves que j'ai eus plus ou moins se sont réalisés. Donc je me dis, tu sais quoi, c'est aussi la chance de bosser en start-up et d'être dans un business qui est majoritairement online. C'est de pouvoir bosser d'où je veux. Et moi, l'objectif à terme, c'est de pouvoir rentrer en France plusieurs mois par an. C'est d'être résidente australienne, mais de me dire, allez, c'est bête, le classique est d'être digital nomade, mais c'est la vérité, c'est de rentrer en France, mettons 3 mois par an, d'arrêter d'être stressé, de devoir tout squeezer en 3 semaines et au final de pas kiffer, et d'avoir le meilleur de deux mondes, quoi. Mais c'est un luxe, évidemment, et aujourd'hui je peux pas le faire avec mes histoires de visa. Je pense que tu peux y arriver. Honnêtement, et c'est ça, mais je me dis, là aujourd'hui, tu vois, donc aujourd'hui tu me prends dans un jour où je suis plutôt optimiste et je me dis, je vais y arriver, je vais tout faire pour y arriver, je mettrai tout en œuvre pour que ça devienne une réalité et que j'arrête un peu de souffrir de cette distance, quoi. Je voudrais que tu recommandes aux gens qui nous écoutent, je sais pas, un livre, une musique, un film que tu aimes ou que tu as aimé et qui est important pour toi. Moi, j'aime énormément ce qui se fait en ce moment en termes d'humour en France. C'est très à la mode, tous les stand-uppers. Moi, je suis extrêmement fan de toute la nouvelle scène de stand-up et du coup, je suis énormément, ce qui me connecte énormément toujours à la France, c'est vraiment, je suis droguée à YouTube, vraiment à fond. Et du coup, je bouffe à fond tout ce qui se fait de tout ce qui est, j'adore Fari, j'adore Marina Rollman, j'adore Panayotis Pasco. Moi, je suis très, tous ces, entre guillemets, nouveaux humoristes, que je trouve d'une finesse et d'une intelligence. C'est des gens qui se posent des questions vraiment sur justement toutes ces questions d'être sensible et d'écouter son cœur, de réfléchir aux relations humaines et ils ont tous des réflexions. Farid dans son dernier spectacle que je n'ai pas vu, donc je n'ai entendu que des bouts et frustration ultime de ne pas pouvoir y aller parce que je suis en Australie, mais je sais qu'il questionne énormément justement cette question de qu'est-ce que c'est être français à l'étranger. Lui, il parle des chocs culturels qu'il a eu quand il est allé au Canada.
Et les Canadiens sont très similaires aux Australiens. C'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, justement, dans ce côté très poli, très gentil et faire la queue pour monter dans le bus. D'ailleurs, les Australiens, ça fait aussi partie des endroits où ils aiment bien s'expatrier, le Canada. Je pense que c'est parce que ils s'y reconnaissent un peu. Voilà, donc moi je recommande énormément tous ces gens, toute cette nouvelle scène qui publie quand même beaucoup de choses sur Internet. Pour les gens qui peuvent aller les voir sur scène, mais sinon c'est des gens qui tournent en ce moment. Donc voilà, comme je disais, Fari, Panayotis Pasco, Marina Rollman, Roman Fressinet, Shirley Soignon, voilà tous ces gens que Adi Balkale, le Canadien, qui a un special sur Netflix, qui j'espère viendra bientôt en France faire des trucs. Bon, en Australie, mais j'aimerais bien aussi, mais je ne l'espère pas. Et voilà, c'est plutôt ça ma recommandation, aller voir ce que font ces gens sur Internet. Et là, en plus, encore une fois, frustration, il y a Fari qui va ouvrir son comedy club à Paris qui s'appelle le Madame Sarfati. Et ça promet d'être un endroit complètement dingue. Et voilà, allez-y pour moi, parce que moi, malheureusement, je pourrais pas y aller avant un bon bout de temps. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est ça mes recommandations culturelles. Ouais, ou alors faut dire à Farid si un jour il écoute ce podcast, il y a peu de chance pour l'instant, mais de venir en Australie, hein. Ouais, carrément, mais oui, venez tous ensemble. Il y a Paul Taylor, tu sais, qui avait fait What the Fuck Friends. Et lui, il est venu il y a 1 an. Et alors moi j'avais vu son spectacle en France quand j'y étais, donc je m'étais dit bon je vais pas aller voir aussi, mais j'avais trouvé ça génial qu'ils viennent, c'était super. Et il y a aussi un festival qui s'appelle So Frenchy So Chic tous les ans à Sydney. Ils font une tournée en Australie, donc ils passent à Melbourne aussi. Et l'année dernière, donc il y a des artistes français qui viennent. L'année dernière, la tête d'affiche c'était Camille, la chanteuse, que moi j'avais vue déjà 3 fois en concert en France parce que je l'adore, et je l'ai vue à Sydney du coup. À ciel ouvert, mais on n'était pas beaucoup. Enfin, c'était complètement fou de voir Camille à Sydney en concert. Et ouais, c'est génial quand les artistes français viennent. Tous les ans, on a aussi l'Alliance française qui organise le festival du film français. Donc là, d'ailleurs, c'est bientôt. Du coup, tous les ans, il y a des acteurs français. Il y a toujours, pareil, un film tête d'affiche qui vient. Et du coup, il y a quand même, voilà, la possibilité d'avoir quelques acteurs français qui viennent. Enfin. C'est au compte-gouttes, quoi. Donc ouais. Oui, les artistes français, si jamais vous écoutez ce podcast, s'il vous plaît, venez. Il y a une grosse communauté française. On est vraiment partout. Hein. C'est assez connu. Je veux dire, par exemple, tu veux pas te promener à Sydney. Je le dis toujours aux gens qui viennent me voir et qui croient que personne comprend. Non, il y a des Français partout. Donc, faut toujours faire gaffe si jamais t'es en train de bitcher sur la personne qui marche en face de toi. Il y a pas une chance sur 2, mais mettons, elle a une chance sur 4 qu'elle soit française, quoi. Donc, voilà, il y a un public français en Australie. Venez. Bon merci pour ta recommandation. Écoute, je suis ravi d'avoir pu discuter de tout ça avec toi. C'était super intéressant. Encore merci beaucoup. Moi aussi, merci Manu d'avoir pensé à moi. Voilà, je sais que je parle beaucoup et que je m'emballe beaucoup, mais bon, écoutez, si jamais ça vous a donné envie de venir en Australie, en tout cas. Venez avec plaisir. Et donc, j'organise des voyages. Vous organiserez votre voyage. Contactez-moi. Il n'y a pas de souci. Donne le nom de ta boîte. Ok, ouais. Bon, alors du coup, l'agence de voyage dans laquelle je travaille avec mon associé Jeanne s'appelle My Dream Adventures. Et voilà, et on fait des voyages en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux îles Fidji. On fait des itinéraires personnalisés. Donc concrètement, vous nous contactez, vous nous dites oui, je veux découvrir l'Australie. J'ai tant de temps et je voudrais venir à tel moment. Et nous, voilà, on vous crée le voyage de vos rêves. Et voilà, et on est passionnés et on fait des voyages, voilà, qui vous permettront de découvrir la beauté de toutes ces destinations magiques. Voilà. Et si les gens veulent te suivre en ligne, où est-ce qu'ils doivent aller ? Effectivement, bon, j'ai un blog que malheureusement il est toujours en ligne. Hein, je continue de payer mon hébergement, mais que j'ai pas mis à jour depuis un certain temps parce que j'ai plus le temps. Donc mon blog qui est klein.fr. Mais sinon, j'ai lancé un podcast l'année dernière qui interviewe des expatriés justement, donc majoritairement qui sont basés en Australie, mais pas que. J'ai aussi fait des interviews de Français qui ont vécu ailleurs ou de non-Français. J'ai notamment une super interview de Rosie qui est néo-zélandaise et qui a habité à Paris. Donc elle faisait les chocs culturels, mais à l'envers pour nous. Bref, voilà, donc des interviews d'expats et du coup, ouais, sur leur rapport à voilà, qu'est-ce que ça fait pour eux d'être expatriés, pourquoi ils ont voulu changer de pays. Et je trouve ça super. Et du coup, ça s'appelle Entre deux chaises. Et voilà, et donc ça s'appelle Entre deux chaises sur toutes les plateformes de podcast. Et le site internet, c'est entredeuxchaises.net.
Chers auditeurs, vous allez maintenant remarquer une petite différence en termes de qualité de son parce que j'ai recontacté Céline suite à tout ce qui se passe en ce moment justement sur les feux en Australie. Il y a beaucoup de choses dans les médias, il se passe beaucoup de trucs là-bas et on n'est pas forcément bien informé. Alors Céline, qu'est-ce que tu peux me dire de la situation actuelle en Australie vis-à-vis des incendies et de tout ce qu'on voit, nous, de notre point de vue d'Européens à la télé? Écoute, ça fait plusieurs mois qu'on est face à cette crise ici. On était d'ailleurs étonnés que personne n'en parle dans le monde, mais malheureusement, il faut toujours que ça prenne des conséquences dramatiques pour que l'info circule, apparemment. Malheureusement, une fois que les images dramatiques ont commencé à circuler, il y a le sensationnalisme qui s'est mis en route et ça s'est plus arrêté. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que oui, c'est un événement dramatique et c'est catastrophique pour la faune et la flore, et bien sûr pour les humains touchés. Et on est vraiment ravis de l'élan de solidarité qui s'est mis en place dans le monde. C'est justement, ça redonne foi en l'humanité. C'est vraiment beau. Maintenant, le seul problème, c'est qu'on a l'impression que tout le monde croit que toute l'Australie est en feu suite aux nombreuses images qui ont circulé, notamment certaines cartes erronées. Donc déjà, il faut savoir deux choses. Les feux en Australie sont une chose tout à fait normale. Ce sont les feux de prévention qui sont mis en place chaque année par les gouvernements. Ils font partie de la gestion de l'écologie en Australie, et ce, depuis l'époque des aborigènes. Justement, ils permettent de prévenir les feux de brousse tels qu'on en a en ce moment. Ils permettent aussi aux animaux de partir petit à petit et à certaines espèces de plantes de se régénérer. Donc ça fait vraiment partie de la nature. Et oui, il y a vraiment régulièrement des feux en Australie, mais ils sont tout à fait normaux. Les feux en ce moment qui font l'objet des gros titres, ce ne sont pas des feux de ce type, ce sont bien des feux de brousse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la taille de l'Australie, c'est équivalent à la taille de toute l'Europe. Et les zones des feux dévastateurs sont situées dans les Blue Mountains, à plus de 100 km de Sydney environ, sur une partie de la côte sud située entre Sydney et Melbourne, et sur Kangaroo Island dans l'Australie du Sud. Donc oui, c'est catastrophique, mais à l'échelle de l'Australie, ce sont vraiment des zones très petites. Tout le reste du pays va bien, et il est tout à fait possible d'y voyager sans aucun problème. Pour vous donner une idée, si on prend les feux qui ont lieu en ce moment dans l'état du Victoria, donc dans les alentours de Melbourne, si jamais vous vouliez voyager sur la West Coast, par exemple, imaginez que c'est comme si vous vouliez aller en Bretagne, mais qu'il y a des feux en Pologne. Bon, a priori, vous vous dites pas, non, je vais annuler mon voyage en Bretagne parce qu'il y a des feux en Pologne. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour l'Australie. Cette idée que les gens ont que toute l'Australie est en feu a également des conséquences dramatiques sur l'économie du pays et principalement sur le tourisme qui est une ressource principale de l'Australie. Et forcément, en tant qu'agence de voyage, nous on se retrouve directement impactés et on se retrouve désormais à faire un gros travail de réassurance pour faire comprendre aux gens que oui, il est tout à fait safe de venir voyager en Australie. Le pays est gigantesque et il a vraiment encore plein de merveilles à offrir et à découvrir. Et d'ailleurs, c'est même l'occasion de venir faire du volontariat si ça intéresse certaines personnes pour aider le pays à se remettre de cette catastrophe. Donc si jamais vous êtes intéressé de venir voyager en Australie, de venir aider, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Vraiment, ne tournez pas le dos à l'Australie, on a besoin de vous. Super, merci beaucoup. Écoute, j'étais ravi de te recevoir dans ce premier épisode de Parallèle. J'espère, chers auditeurs, que ça vous a plu. Quant à moi, écoutez, je vous dis à très bientôt, parce que l'idée, c'est d'en faire 2 par mois comme ça. Donc, en attendant de se retrouver, écoutez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!